Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, chers membres et partenaires de l'Association congolaise pour les énergies renouvelables et décentralisées. Au nom d'ACERD ASBEL, j'honore la présence de chacune et chacun d'entre vous dans cette salle. Réunis encore une fois pour discuter des projets et avancer dans le secteur des énergies renouvelables, je suis fière aujourd'hui de modérer ce panel qui va retracer et présenter les projets des développeurs de mini-réseaux en RDC. Je tiens à rappeler ici 2 précisions que j'ai retenues des discours que nous avons entendus hier. Premièrement, de la part de M. Idesbald, le DG d'Anser, que nous remercions pour son accompagnement. Il s'est posé la question de savoir quand sera notre prochain rendez-vous, sachant que nos populations ont une aversion pour les forums en RDC. Ensuite, le ministre qui est en charge de l'électricité, M. Olivier Moïse, a mentionné dans son allocution le besoin d'une mise en œuvre harmonieuse des projets avec une ultime attente d'assister à l'érection d'un vaste marché, pour ne citer que ces 2 phrases. Je nous invite donc aujourd'hui à accueillir nos panélistes. Je vais commencer par ceux qui sont en ligne. Je ne sais pas si la technique peut me confirmer que nos 2 panélistes qui sont en ligne sont connectés. Il s'agit de M. Pierre Bucaille, et de GDS et Ephraim Balolé de Virunga. La technique. Bon, ils ne sont pas encore en ligne. Nous allons alors demander à ceux qui sont dans la salle. Je vais commencer par, please, Mr. Tonui. Monsieur Patrick, please, Tonui. Patrick, would you mind joining us? Ensuite, Archip Lobo de Nourou, Yves Kaloumé de Satel, et enfin, un administrateur d'ACERD, M. Papi Katanga de Schneider Electric. Merci. Avant de m'installer, je ne sais pas si on a les 2 slides d'ACERD qui sont prêts. Je vais juste rapidement brosser en 2 slides ce qu'ACERD est aujourd'hui et vous présenter les quelques chiffres qui font aujourd'hui que nous soyons une plateforme incontournable, je le pense, et un partenaire fidèle qui pourrait accompagner le gouvernement de la RDC dans son élan de vouloir électrifier les populations et la RDC dans son entièreté. En attendant, je vais juste rappeler et merci au DG de l'avoir mentionné. Effectivement, ACERD a tenu une assemblée générale en début de ce mois. Et cette assemblée générale a couvert les différentes activités de l'association, mais nous a aussi rappelé qu'ACERD aujourd'hui a 5 ans. Et durant ces 5 années, on est parti de 8 membres. Aujourd'hui, nous en avons 46. Je pense que ces 46 sociétés sont plus ou moins le secteur privé aujourd'hui de la RDC en termes d'énergie renouvelable et décentralisée. Nous avons 4 piliers. Il s'agit des mini-réseaux dont nous allons parler aujourd'hui, donc les développeurs de mini-réseaux de la RDC. Nous avons le photovoltaïque. Nous sommes aussi la fédération qui représente la cuisson propre en RDC. Et enfin, l'usage productif de l'énergie pour nos populations. On peut passer au slide 2. Le slide 2 vous montre juste les chiffres que nous avons aujourd'hui, les différentes activités que nous avons menées, et j'insiste sur les points qui sont en rouge. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si nous avons besoin de nous présenter devant le gouvernement par rapport à un plaidoyer fort, il nous manque le nombre d'emplois que les entreprises membres d'ACERD ont engagés. Ensuite, il nous manque le taux d'investissement aujourd'hui actuel que vous avez investi et dans lequel vous vous êtes engagé. Et il nous manque enfin le nombre d'appels d'offres auxquels vous avez participé et auxquels vous avez aussi répondu. Sans ces éléments, notre plaidoyer auprès du gouvernement est presque vain. Pourquoi? Parce que le gouvernement de la RDC aujourd'hui a besoin de savoir les chiffres que le secteur privé, avec lesquels le secteur privé contribue à l'érection de ce vaste marché, mais aussi à l'électrification. Et donc le taux de la RDC est, je le pense, plus élevé qu'on ne le pense, parce qu'aujourd'hui,
les membres de l'association sont dévolus à travers les 26 provinces de la RDC. Ensuite, le slide 3, s'il vous plaît, il relate aujourd'hui les services que nous offrons à nos membres. Je pense qu'il est sans doute que vous comprendrez qu'il y a du réseautage avec les partenaires et les bonnes personnes et le gouvernement. Il y a de la visibilité, il y a de la formation, il y a des événements et bien entendu, ce qui est plus important pour vous, ce sont les plaidoyers. Sans plus tarder et tenant compte du retard que nous avons connu, je vais m'installer et demander à nos panélistes de nous présenter leur structure, de répondre à quelques questions et ensuite d'interagir avec vous pour voir dans quelle mesure nous pouvons comprendre aujourd'hui ce qu'est le marché de la RDC d'un point de vue secteur privé, les avancées, les obstacles, les défis, mais aussi et surtout l'opportunité que le gouvernement nous offre aujourd'hui de pouvoir travailler avec lui. Je vais directement commencer. Je ne sais pas si la technique peut nous confirmer que nous avons nos deux autres panélistes en ligne. Il s'agissait de M. Pierre Bucaille et d'Ephrem Balelé de Virunga. Mais en attendant, je vais passer la parole à M. Patrick Tonoui, qui nous fait l'honneur et qui représente Gogla, d'être pour la première fois ici en RDC. Je vais lui demander de présenter sa structure et une question qui lui est adressée, c'est celle de savoir aujourd'hui quels sont les mécanismes qui permettent aux entreprises de travailler avec les services publics. Thank you very much. I'm going to ask that please bear with me. I will speak in English. First, let me really express our appreciation as Gogla to Anser and the DG for welcoming us to Kinshasa. And I've really enjoyed listening to the presentations yesterday and hearing more about what the plan for DRC is. I think we all recognize, and I heard the Minister for Rural Development talk about it yesterday, that how are you going to realize education, healthcare, and so many other things that you're trying to provide for communities living in rural areas if you don't have electricity? And I think this is the challenge that Anser, what was captured in the 2014 law, that it's important to make sure that everybody has access to electricity. And I think this is the first pillar, Catherine, that the government has done quite a bit. For us as the private sector, first, having that recognition that this is where the country is going, but also that this is where the private sector is needed, and inviting and partnering with the private sector has really been important, because if the private sector is going to go and make an investment decision and say, I am putting my money in this market, and I'm going to have a business that's going to be available or open for the next 10 years, for the next 15 years, we have to make sure that we have a business and there's space for that business. So I think first that's important policy document, policy signal, which has been captured in this report, is really important and is a very important first step. I also want to touch on what I heard the DG talk about yesterday, really about this big challenge of, do we have the right policy, regulatory, legal framework in place so that everybody is also able to come and set up their business and they understand the rules by which they operate. And I think, yes, those steps are being made, and more to be able to provide that clarity is going to be some of the most important work to really see that investment scale. However, I think I also want to point out, I work for Gogla. Gogla is a global industry association for the off-grid solar industry, particularly for the standalone non-grid or non-mini-grid connected. These are the solar lanterns, solar home systems, solar irrigation, solar solutions that power schools or clinics or for community lighting, which are not grid connected. And as I've been looking at this plan, I want to encourage particularly all the partners and Anser that we've seen that if you're going to deliver energy access and deliver it in an integrated manner, and be able to bring all the solutions and all the technologies, you need to identify where the grid is going to go. You want to identify
where the mini grids are going to be, but also provide how are you providing energy access for the rest. I was looking at some of the data that you have, and I think I saw the target for 2022 was to deliver 25,000 systems, the target. From our data as Gogla, we know that in the second half of 2022, between July and December 2022, there are about 52,000 systems that were delivered in DRC on the solar home system side. So we already know we are delivering quite a bit of connections just in that one period. If you multiply it over the rest of the period, we know that there's a potential to contribute towards the larger number of systems that you need if we are very clear on what is the role and how do we accelerate that. I think what we've seen that some of the biggest challenges that we need to address is how do we mobilize finance, how do we reduce the cost of finance, and how do we also deal with this issue of affordability? Because if it is expensive for the households who are maybe living in a rural community or the cost of that power is too high, then for economic users, we still have a challenge. And we really need to be trying to make sure that everything is accessible, that if you want to access a power solution, whether it's a standalone or a mini-grid connection, that it's available in your community, that the cost to be able to access that really comes down. So how are we reducing those costs for everybody? And then how to make sure that we really push and accelerate, that we don't just have 10 companies, we have 50 companies, 100 companies, and that they are making the investment and that they're actually everywhere across the country. I think those are some of the big questions that we will really need to tackle as we go forward. We recognize the call from ANSER to attract investment, bring companies to invest more and work with the local companies so that they're also able to grow and scale. This is something that we are very interested in partnering and working with you on, and we'll see and what we can do to help bring more companies to DRC, how we can get them to increase their investment, how we can make sure that we are also moving beyond the urban centers to the rural community so that nobody is left behind. But I think going back to your question is, first, important steps have been taken. That clear signal from the policy that that we are welcome, that the private sector can come, that the government is planning, and that they can know that they have an ecosystem that's ready to welcome them. And now let's look at the next step, looking at dealing with those challenges on the policies landscape, the regulations, reducing the cost of access, and really accelerating more and more investment. Thank you. Merci Patrick. Je vais de ce pas donner la parole à Monsieur Archip, qui va aussi nous parler de son projet et de sa structure. Et la question que je vais poser à Archip serait de savoir, selon Nourou, quels sont les exemples de partenariats public-privé que vous connaissez. Madame Catherine, merci. D'abord, permettez-moi de remercier ANSER et particulièrement le DG de nous avoir conviés à ces assises qui sont vraiment de réelles démonstrations de la volonté du gouvernement congolais de bien vouloir promouvoir le secteur privé ainsi que les investissements privés dans le secteur d'électricité en RDC. Et donc, je suis Archip Lobo, je suis cofondateur et directeur de développement des affaires de la société Nourou. Nourou est une société de droit congolais qui se spécialise dans le minuit réseau et nous existons en RDC depuis 2015. Nous avons une mission de bien vouloir desservir 5 millions de populations avec une connectivité de classe mondiale d'ici 2024. Et pour en arriver là, nous avons 1,6 MW de systèmes installés en RDC actuellement. Nous sommes à pleine clôture de notre série B d'investissement à la hauteur de 63 millions pour déployer une capacité additionnelle de 13,7 MW que nous comptons mettre en service mi-2024. Et nous sommes également en développement d'un pipeline autour de 90 millions de dollars à l'horizon 2025. Et donc, ça c'est par rapport à Nourou.
Nous comptons aussi intégrer déjà dans notre modèle les véhicules électriques et les infrastructures de transport public électrique, non seulement pour optimiser aussi la production de notre société, mais également pour essayer de promouvoir l'usage productif et la réduction de l'émission de dioxyde de carbone comme contribution de Nauru aux efforts déjà mis en place par le gouvernement congolais, les institutions publiques telles qu'ANSER, afin d'accélérer l'accès à l'électricité, mais aussi de bien vouloir positionner la RDC comme un des pays leaders dans la transition énergétique et dans la tête de l'objectif net zéro. Alors, pour répondre à la question qui m'a été posée par rapport aux opportunités de partenariat public-privé, d'emblée, il faut d'abord souligner que le Congo en soi offre de potentiels qui vont de son cadre légal institutionnel et du potentiel énergétique qu'offre la RDC et la diversité de production, que ce soit solaire, hydro, qui pourrait favoriser, n'est-ce pas, l'échange régional d'électricité. Et donc, dans les cadres de projets intégrateurs, effectivement, afin de déployer des infrastructures de transport et d'échange d'énergie régionale, il y a lieu d'un grand partenariat public-privé, n'est-ce pas, dans un développement conjoint, que ce soit dans la production à grande échelle, la construction des lignes de transmission, sur base d'un modèle gagnant-gagnant, n'est-ce pas, qui bénéficierait au secteur public aussi bien qu'au privé. Ça, c'est un. De deux, effectivement, il y a de partenariats public-privé dans l'amélioration peut-être de conditions des réseaux existants afin de les remettre en niveau qui pourrait exister. Et là, je vais dire de production, de production hydro actuelle et des infrastructures, par exemple, Viestige, à la production, aussi bien qu'à la distribution, afin de le remettre en niveau. Donc, ce sont des possibilités d'opportunités de partenariat public-privé qui peuvent aussi permettre d'accélérer l'accès à l'électricité en RDC, parce que nous sommes dans une phase de transition énergétique, n'est-ce pas, la RDC est un des pays qui, n'est-ce pas, regorge de minéraux critiques, stratégiques, n'est-ce pas, dans la transition énergétique, qui pourront permettre de produire les équipements pour la production, ou que ce soit le transport et la distribution de l'électricité. Et donc, dans la transformation de ces minéraux critiques, également, afin de répondre aux besoins d'électricité, nous voyons des opportunités publiques-privées, effectivement, dans la fabrication de batteries, de poteaux, de câbles, qui peuvent être utiles à ce secteur de l'électricité. Donc, je vais d'abord m'arrêter là, mais ce sont quelques exemples de type de partenariat public-privé qui offrent de réelles opportunités en RDC. Merci beaucoup, Monsieur Archip. Merci aussi à Patrick. Avant de me tourner vers ma droite, je voulais savoir si dans l'audience, déjà avec ce que nous avons entendu, si nous avons des questions. Moi, en tout cas, j'en ai une pour Monsieur Archip. Si nous n'en avons pas dans l'audience, donc je voulais demander à Monsieur Archip de savoir, avec les 1,6 MW que vous avez aujourd'hui, quel est le nombre de ménages que vous avez déjà connectés? Très bonne question. D'abord, tout part de modèles financiers que nous mettons en place. Donc, dans notre modèle de production et d'investissement, nous privilégions 40% pour des grands consommateurs, n'est-ce pas, afin de garantir la consommation et de mitiguer le risque d'investissement. Et déjà, 60% de notre production, nous le dédions aux PME et aux ménages. Alors, pour aller droit au but et par rapport à votre question, nous avons à peu près 3500 clients raccordés à Goma.
dont 2100 à 2200 clients sont des ménages. Merci bien, Monsieur Archip. Si nous n'avons pas de questions dans l'Assemblée, dans l'audience, donc je vais me tourner vers ma droite, sauf si la technique me confirme que nous avons Monsieur Pierre Bucaille qui est en ligne. Pierre Bucaille représente GDS, qui est un nouvel opérateur et qui intègre aujourd'hui le marché de la RDC. Allô, bonjour Pierre, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Merci à l'ANFR de m'avoir convié à ces assises qui effectivement sont de très grande qualité. Pour me présenter, effectivement, moi, je suis chef de projet développement chez GDS International. Nous sommes la filiale du groupe Général du Solaire, qui est un producteur et développeur d'énergie solaire français, et on gère les activités notamment en Afrique. On est actif à travers le continent africain et sur les questions, on a une spécialité sur les questions d'électrification hors réseau, que ce soit en autoconsommation pour des clients industriels ou que ce soit donc pour des mini-réseaux. Nous, on a choisi en fait de rentrer sur le marché de la RDC cette année parce qu'on voit un potentiel immense en RDC, que ce soit via le nombre de ménages à électrifier, qu'on estime entre 60 et 70 millions de personnes, mais aussi un environnement des affaires qui s'améliore et un soutien des bailleurs de fonds et des investisseurs internationaux qui se renforcent. Donc nous, on est arrivé cette année en RDC, on commence un peu avec des petits projets et notre objectif est ensuite de commencer à scale up parce que c'est vraiment une des clés du succès pour les mini-réseaux, c'est d'atteindre une certaine taille critique qui permet la rentabilité. Les mini-réseaux ont vocation à être non pas plusieurs petites infrastructures esselées, mais vraiment une multitude en fait de projets qui sont construits et opérés simultanément. Ça, c'est notre objectif pour la RDC. Merci beaucoup Pierre. J'avais effectivement, j'aurais souhaité poser la question de savoir quelles étaient pour vous les principales opportunités pour les entreprises, mais je pense que vous avez répondu déjà en mentionnant le fait que nous avons plus de 60 millions d'habitants à électrifier. Donc je pense que c'est la plus grande opportunité pour vous qui êtes une entreprise internationale qui souhaite pénétrer le marché de la RDC. À part celle-là, vous avez mentionné aussi le climat des affaires aujourd'hui qui s'améliore. Je pense que M. Archip aussi l'a mentionné. On voit que depuis 2015 à aujourd'hui ou depuis les dernières années, il y a un vrai engouement de la part du gouvernement à vouloir travailler avec le secteur privé. Je vais de ce pas donner la parole à M. Ephrem Balolé de Virunga. Bonjour M. Ephrem. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. On vous sait loin de nous, mais on sait que vous êtes avec nous de cœur aussi. Et donc, si vous pouvez rapidement nous présenter le projet Virunga aujourd'hui. Oui, Virunga Energy est une entreprise qui a été créée en 2013. Donc, ça fait presque 10 ans que nous sommes sur le marché de l'énergie en RDC. Nous travaillons essentiellement à l'est du Congo. Nous travaillons dans le secteur de l'hydroélectricité. Nous avons en construction, nous avons 3 centrales qui sont en opération, des centrales hydroélectriques autour du parc national de Virunga. On a ADB qui est de 13,8 MW, on a Mbonga 1,5 MW et Mukiro qui est 14,6 MW. Donc au total, nous avons 30 MW déjà développés. Et notre objectif, c'est d'aller jusqu'à 105 MW d'hydroélectricité. Nous avons perdu le volume, la technique, s'il vous plaît.
Excusez-nous, Monsieur Ballolé, nous avons perdu le volume. On vous voit bien, mais on ne vous entend pas. En attendant que la technique nous aide et qu'on retrouve Monsieur Ballolé, je suis émerveillée de savoir que Virunga aujourd'hui a 10 ans en RDC. Et je pense qu'il y a 10 ans, il n'y avait peut-être pas d'autres structures telles que Virunga, sauf si vous avez des données. Mais je me dis, s'il a fallu à 10 ans à Virunga pour aujourd'hui tenir en RDC, je pense que nous pouvons apprendre des erreurs de Virunga et ne pas répéter cela. Et se dire qu'aujourd'hui, normalement, en peut-être 2 ans ou en 3 ans, nous pouvons avoir de même taille de centrales en RDC et nous permettre de commencer à voir, si possible chaque année ou tous les 2 ans, une nouvelle centrale afin d'envahir, si je peux le dire, les opportunités qu'il y a dans la RDC en termes de potentiel hydro et que le secteur privé s'accapare ou s'engage vers ces opportunités-là. Nous n'avons toujours pas le volume pour Monsieur Ballolé. C'est dommage. Excusez-nous, Monsieur Ballolé, on ne vous entend toujours pas ici. En attendant, et sans vouloir vous couper, c'est dommage, et on va essayer de gagner du temps vu que nous avons commencé en retard. Faites-nous signe la technique dès que vous êtes prêts. Il doit activer chez lui, c'est ça? Monsieur Ballolé, essayez d'augmenter le volume à votre niveau. Ou est-ce que vous pouvez peut-être vous reconnecter pour nous permettre de vous reprendre dans 1 ou 2 minutes, s'il vous plaît. En attendant la reconnexion de M. Ballolé, je vais demander à M. Yves Kaloumé de Satel qui nous rejoint, qui est sur ce panel aussi, de nous parler de sa structure, comment est-ce qu'elle a évolué depuis en RDC, et de nous parler des obstacles qu'ils ont rencontrés par rapport à l'implantation de Satel International en RDC. Alors bonjour à tous. Voilà, c'est M. Yves Kaloumé de Satel International. Donc je vais ramasser rapidement 3 points. Le premier point, c'est qui sommes-nous Satel? Satel est une structure congolaise créée depuis 1994. C'est en 2008 que nous avons embrassé le solaire. Et depuis, nous sommes dans le secteur, nous nous sommes améliorés et nous avançons. Donc actuellement, c'est plusieurs microcentrales installées à travers le pays, c'est plusieurs solutions domestiques installées à travers le pays et c'est 3 projets en cours pour arriver à offrir éventuellement 6 mégas d'ici 2025 en RDC. Et si nous arrivons à structurer de meilleurs partenariats, l'objectif c'est d'aller encore plus loin. Alors, ça c'est qui sommes-nous, Satel. Ensuite, le deuxième point c'est quelle opportunité aujourd'hui Satel voit sur le marché congolais, dans notre écosystème actuellement. Alors la première opportunité, c'est une opportunité politique et contextuelle. Nous sommes très contents et d'ailleurs c'est pour nous l'opportunité de remercier chaleureusement ANSER et ainsi que les institutions de la République. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir en face de nous un interlocuteur quand nous avons besoin d'aller à l'intérieur du pays pour tenter de donner de l'électricité. Avant c'était un casse-tête, on a toujours travaillé avec le ministère de l'Énergie, on était beaucoup plus concentré dans les milieux urbains. Là, nous allons vraiment en milieu rural et nous sommes contents d'avoir un interlocuteur par rapport à ça. Donc ça, c'est la première opportunité. Donc le contexte politique démontre à suffisance aujourd'hui qu'il y a une volonté d'aller à l'intérieur du pays pour pouvoir offrir à l'ensemble de la population et des institutions, des organismes de l'énergie et de l'électricité. Alors la deuxième opportunité, c'est vraiment une opportunité économique et financière. Nous avons mené quelques études au cours des 2 dernières années
Et nous avons quand même eu des surprises assez intéressantes et positives. Le constat, c'est qu'effectivement, les populations en milieu rural disposent déjà d'un budget énergie. Donc quand vous voyez ces populations qui dépensent en moyenne 500 francs par jour, soit pour aller recharger leur téléphone, soit pour acheter des piles pour s'éclairer à la maison, ainsi de suite, nous avons quelques éléments de détail, mais il est démontré aujourd'hui qu'effectivement, il existe déjà au sein des populations en milieu rural un budget pour être connecté à de l'énergie. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Quand vous prenez déjà 500 francs par jour, en un mois, vous êtes autour de 15 $. C'est un petit budget qui déjà commence à devenir intéressant. Donc, c'est concret. Il y a une opportunité. En dehors de l'engouement et de l'initiative politique, il y a une opportunité réelle sur le plan économique. Et j'en profite pour balayer un des points que Catherine a souligné. C'est un appel aussi aux partenaires pour dire que oui, il y a une opportunité. Quand vous avez de l'argent, venez investir en RDC parce que les marchés sont là et en plus, il y a un interlocuteur qui peut vous accompagner dans le cadre de cet encadrement. Maintenant, quels sont les défis que nous rencontrons? Quelles sont les petites choses sur lesquelles nous pensons qu'avec notre interlocuteur, avec les partenaires, nous pouvons avancer pour matérialiser un peu ce projet? Et donc, bien sûr, le premier défi, ce sont des défis relatifs aux données antérieures. C'est maintenant que nous commençons à construire, à structurer des données réellement viables et vérifiables qui peuvent permettre à des patrons, des chefs d'entreprise de dire oui, nous y allons ou non, nous n'y allons pas. Alors, après le défi de l'existence des données qui peuvent permettre des décisions de go-no-go, le deuxième défi, c'est un défi d'accompagnement. Jusque-là, dans notre lecture, nous considérons que l'État a déjà fait beaucoup d'efforts, mais la posture de l'État est encore semi-active. Nous voulons que l'État aille vers une posture complètement active. Et bon, bien sûr, nous aurons des opportunités pour échanger sur ce que nous appelons, l'État complètement et totalement actif. La petite allusion que j'aimerais faire, c'est au niveau des urgences, au niveau des hôpitaux. Quand vous arrivez au niveau des hôpitaux, on vous parle de ce qu'on appelle les paquets minimums de soins et de prise en charge. Donc quand vous arrivez, avant quoi que ce soit, on commence d'abord par vous prendre en charge. Et c'est dans cette logique-là que nous espérons voir nos interlocuteurs institutionnels avancer. Et donc, nous allons quitter un peu cette posture semi-active où nous mettons en place le contexte et nous attendons, nous observons, nous disons aux partenaires, voilà, nous avons mis en place le contexte, jetez-vous sur le terrain. Nous voulons une démarche qui va plus loin. Le Congo est malade de son énergie, l'énergie qui est la colonne vertébrale du développement. Et pour ce faire, quand on est dans une situation où on doit ressusciter et réveiller un malade, on ne va pas dire qu'on a déjà construit l'hôpital, on va aller vers les malades, on va aller vers les solutions, on va bousculer pour aller plus loin. Donc je m'arrête là, je sais que Catherine me regarde déjà de son coin d'œil, nous risquons de faire 3 heures. Non, au contraire, merci bien Monsieur Yves. Je reviendrai là-dessus parce que je reste sur ma faim. J'aurais aimé avoir la définition de semi-actif. Mais avant cela, je vais vérifier encore avec la technique pour savoir si le problème est résolu. S'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons retrouver Monsieur Balolé? Non. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Papi Katanga de Schneider Electric, qui est membre et administrateur d'ACERT. Merci de représenter votre structure, Monsieur Papi. Et une question pour vous. Quel partenariat recherchez-vous pour intensifier vos efforts ou les efforts du secteur privé dans le pays? Merci beaucoup à tous et bienvenue à cet événement. Moi, je suis Papi Katanga. Je dirige le business solaire du groupe Schneider Electric sur la République démocratique du Congo. Pour la petite présentation, Schneider Electric, c'est un équipementier dans le domaine électrique. On fabrique des équipements aussi bien pour la gestion et l'automatisation de l'énergie.
dans le cadre des Give Back to the Community, Schneider Electric a mis en place un programme d'accès à l'énergie créé depuis 2009 qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier étant l'éducation et l'entrepreneuriat, le deuxième pilier étant le développement des technologies, le troisième pilier étant tout ce qui est investissement dans des projets à impact liés au développement de l'électrification, aussi bien en Afrique que dans tous les pays où le groupe intervient. Et pour nous, un partenaire, pour répondre à cette question, c'est d'abord un partenaire qui s'inscrit dans une stratégie de développement. Je m'explique. Aujourd'hui, dans le cadre de nos activités en RDC, quand nous sollicitons ou nous identifions des partenaires, ce sont des partenaires qui ont un ancré fort en termes de local content. Ils arrivent à former des locaux, ils arrivent à identifier des compétences en local et à identifier les manques de ces compétences et à mettre en place de moyens pour pouvoir y répondre. Ce qui fait que dans les cadres de nos actions, nous travaillons par exemple avec le Don Bosco, nous travaillons avec les universités en local pour renforcer la compétence, parce qu'on sait que c'est un enjeu fatal. Sans compétence, on peut bien saisir les opportunités, mais on ne pourra jamais les convertir. Donc ça, c'est un élément important d'abord. Le deuxième élément, lorsque on vient dans un pays où on veut développer les activités, c'est de comprendre les cadres légaux et quels sont les acteurs importants avec lesquels on peut signer pour faire avancer les cadres légaux. Dans les cadres, par exemple, de Schneider Electric, il y a cette implication avec ACERD, qui est une entité qui fait énormément de plaidoyer pour faire avancer le secteur privé des domaines des énergies renouvelables et décentralisés. Donc un partenaire à identifier, c'est celui qui veut aussi s'impliquer sur les aspects légaux dans le pays. Un autre élément qui est aussi important, c'est de comprendre les enjeux locaux. On s'est dit dans les pays tels que la RDC, mais pas que, on a souvent des problématiques liées au pouvoir d'achat. C'est comment collaborer avec les banques locales. Nous, concrètement, en tant que Schneider Electric, nous avons mené des collaborations assez étroites avec des banques locales pour permettre à ce que des bailleurs de fonds qui sont peut-être dans cette salle mettent en place des fonds de garantie qui permettent d'accommoder l'accès à l'énergie au pouvoir d'achat des populations. Donc ça, sont en fait des actions concrètes que l'on a pu mener sur terrain et qui sont assez importantes. Alors, pour conclure dans les cadres du partenaire qu'il faut, je dirais au fait qu'il est important dans le choix du partenaire, premièrement, de ne pas choisir juste le partenaire par ce qu'il est, ni par ce qu'il a, mais de le choisir d'abord par ce qu'il sait faire de ce qu'il est, par ce qu'il sait faire de ce qu'il a. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est important aussi à retenir dans les cadres, c'est qu'il faut choisir le partenaire non seulement parce qu'il est un homme fort, disons, en termes de citation pour simplifier tout simplement, il faut retenir aussi que les hommes forts créent à tout instant les temps faciles créent à tout instant des hommes faibles et les hommes faibles créent les temps difficiles. Il faut donc se poser la question, quand on fait le choix de son partenaire, dans quel élément temporaire il se trouve et dans quelle serait la valeur ajoutée qu'on apporterait à ces partenaires. Comment se définirait le choix et la définition matrice des responsabilités pour pouvoir collaborer avec ces partenaires. Ainsi, on pourra mener une action complémentaire, efficace et avec des résultats que l'on pourrait obtenir à la fin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Papy. Je reviens encore à la technique. J'ai vu tout à l'heure que Monsieur Balolé était en ligne. Est-ce que la technique peut nous aider à reprendre Monsieur Balolé de Virunga? Est-ce que, Monsieur Balolé, vous nous entendez? Mais nous, on ne vous entend toujours pas. C'est dommage. Je vais peut-être demander à Monsieur Pierre Bucaille. Est-ce que vous pouvez essayer de parler? On va voir si avec vous ça passe. Oui, allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur Balolé, votre micro est désactivé. Vous pouvez le démuter, s'il vous plaît? Votre micro. C'est de quel côté? C'est sur votre gauche, normalement, je pense. Il y a une barre rouge dessus. Donc, si vous le désactivez, on pourra vous entendre.
Est-ce que d'ici, vous pouvez le démuter? Désolé, Monsieur Balolé, votre micro est... Vous avez verrouillé votre micro. C'est dommage. Est-ce que quelqu'un de la technique peut nous aider à le démuter? Juste lui parler directement. Je sais qu'il doit le faire chez lui, mais est-ce que vous pouvez communiquer avec lui pour lui demander de se démuter? Merci. Alors, je vais demander à l'Assemblée, est-ce que nous avons des questions? Si nous pouvons avoir un micro, s'il vous plaît. Mesdemoiselles dans la salle, est-ce que les hôtesses peuvent nous aider avec un micro? Nous avons une première question ici. Nous avons une deuxième. Ici, s'il vous plaît, juste devant nous. Allô? Merci beaucoup. L'incident que vous avez eu tout à l'heure, ça me rappelle le Conseil des ministres avec le Covid. Donc le président qui parlait, on ne l'écoutait pas, ou un ministre qui intervenait. Mais votre micro, c'est un peu l'histoire. Je suis M. Déon Koussou. Je suis député national. Merci je le d'être dis avec avec nous. beaucoup d'humilité, ancien vice-gouverneur pendant 8 ans de la province du Congo central. Pourquoi j'interviens? Dans les interventions ici, j'ai entendu partenariat. La République démocratique du Congo a adopté la décentralisation comme mode de gouvernement de ces entités. Je voudrais simplement savoir si les amis peuvent me dire quels sont leurs rapports avec les collectivités. En RDC, on appelle ça ETD, entité territoriale décentralisée, 2 fois. Entité territoriale décentralisée et entité territoriale déconcentrée. Ailleurs, pour ceux qui connaissent bien le système français, puisque nous sommes aussi décentralisés que la France, mais nous ne sommes pas vraiment décentralisés, parce qu'on a décentralisé la centralisation, c'est qu'on a transféré la centralisation qui se faisait au niveau de Kinshasa, on a mis au niveau de province. Alors ailleurs, les collectivités territoriales, pour prendre l'exemple de la France, vous prenez la région, serait votre partenaire. Le département ou le conseil régional serait votre partenaire. La commune. Mais ici, chez nous, je voudrais savoir. Je le dis pourquoi. Je vais donner un exemple simple. Je suis sur la route d'Nkamba. J'appelle le président de la République de l'époque. J'arrive à Gombe Matadi, je lui dis, nous avons fait avec l'ancien ministre Banyamouré de l'énergie le lancement des travaux pour qu'on électrifie les coins, mais je vois l'électricité ici. Ce sont les protestants qui ont acheté une turbine à $600 000. Moi, c'est ce que je veux savoir. Parce que nous, notre combat à l'Assemblée nationale, nous avons créé un groupe de provincialistes. Les gens qui veulent vraiment que l'argent qui est là-haut, là, que l'on bloque, qu'on donne des gouverneurs, qu'on nomme pour qu'ils renvoient l'argent à Kinshasa, que cet argent-là, vous avez dit 500 francs. Mais nos collectivités territoriales, je vous prends l'exemple de la province que je connais le mieux, la province du Congo central. Nous sommes aujourd'hui à production ressources propres, $2 500 000. Vous direz, mais par rapport à là d'où je viens, ou les connaissances que j'ai, c'est rien. Mais il y a des provinces qui ne font que $20 000 en ressources propres, notamment dans l'ancienne province de l'Équateur. Pourquoi des provinces qui font, même Kinshasa, une partie de Maluku, tout ailleurs, ici à Kinshasa même, il n'y a pas suffisamment de courant. Pourquoi la ville de Kinshasa ne le ferait pas? Donc moi, je voudrais savoir, moi, parce que je ne suis pas partenaire de l'ANSER, mais je suis ami de l'ANSER, je ne voudrais que l'ANSER m'insère parmi ses partenaires. J'espère que j'aurai cette occasion-là. Vraiment, je souhaiterais que vous puissiez aussi voir ces côtés-là. Il y a des provinces qui peuvent. Malheureusement, les banques ne les accompagneraient pas. Parce que quand vous n'avez que 50 000. Donc, je m'arrête là, madame. Mon nom, c'est Nkoussou. Je parle beaucoup parce que ça signifie perroquet. Je veux arrêter là, m'absenter un petit moment et je reviens. Merci. Merci pour ça. Je ne sais pas, parmi mes panélistes, j'en ai 2. Donc, nous avons Archip qui va commencer sur ma gauche. Ensuite, Papi pourra aussi répondre à cette question-là, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, monsieur Archip. Oui. Merci, monsieur Deokoussou. D'abord, j'aimerais bien dire que la libéralisation du secteur de l'électricité a pris en compte
l'aspect de la décentralisation parce que effectivement, il existe des projets de compétences nationales, provinciales et de compétences locales. Et donc, le cadre légal et réglementaire de la RDC offre déjà des opportunités aux opérateurs privés, n'est-ce pas, de bien vouloir s'engager au projet d'électrification à tous les niveaux. Et donc, les niveaux de compétences de l'autorité compétentes aussi sont bien définis dans les cadres légaux, dans l'octroi de permis et autorisations pour produire, transporter, distribuer de l'électricité selon les compétences à ce niveau-là. Et donc, ce qui permet à ce qu'un opérateur peut s'engager à produire un projet au niveau local pour répondre à un besoin vraiment au niveau des ETD, aussi bien qu'au niveau de ville en province ou pour un projet d'intérêt national d'importation d'électricité. Donc ça, c'est déjà prévu dans les cadres légaux. Aussi, pour ce qui concerne maintenant de comment nous, les secteurs privés, n'est-ce pas, au niveau de province, pouvons collaborer, n'est-ce pas, c'est là qu'il y a aussi toute cette opportunité, que ce soit au niveau local ou provincial ou national, de bien vouloir mettre en place des modèles gagnant-gagnant où il y a la contribution de la province ou de la ville ou de la municipalité avec le privé, n'est-ce pas, de bien vouloir investir dans une capacité quelconque de production. C'est vrai que la loi prévoit que ce soit l'opérateur privé qui puisse, n'est-ce pas, opérer l'ouvrage. Et donc, dans ce sens-là, il s'agira de définir, n'est-ce pas, est-ce que la contribution de l'État vient en subvention pour amoindrir le coût d'accès à l'électricité à la population, ou tout comme les privés, n'est-ce pas, qui en ont le moyen de répondre aux besoins énergétiques de la population, peuvent, sur base d'un modèle bien défini, produire de l'électricité pour un besoin local, n'est-ce pas? Mais dans ce sens-là, effectivement, il faudra garantir un certain nombre de sécurités avec des permis qu'il faut afin de répondre aux besoins d'électrification à l'échelle plus bas locale. Merci. Merci bien, Monsieur Archip. Papi, s'il vous plaît. Oui, en fait, moi j'avais juste une intervention rapide. Dans une de mes anciennes casquettes, on ramenait des investisseurs un peu partout en Afrique, notamment au Nigeria, et on arrivait à comparer un peu ce qui se faisait entre le Nigeria et la RDC. Au niveau Nigeria, lorsqu'on rencontrait les autorités locales, en fait, un peu plus bas, ils étaient à même de produire des études basiques de faisabilité. Ils étaient capables de ramener de projets avec un certain niveau de détail qui permettait à l'investisseur de savoir où est-ce qu'il allait. Et ça allait beaucoup plus vite. Parce qu'ils sont très loin, ils n'ont pas forcément la meilleure lisibilité des choses que l'on a en local. Et ce qui se faisait en RDC, il y avait des intérêts, on énonçait énormément des opportunités, mais ça n'avançait pas parce qu'il n'y avait pas une meilleure lecture de l'opportunité. Donc, comme conseil que je pourrais faire, c'est qu'il faudrait que l'on renforce davantage nos capacités techniques au niveau provincial pour qu'on ait au minimum des inputs qui permettent d'attirer les investisseurs. Ça accélérerait les choses. Merci beaucoup, Monsieur Papi. Est-ce que vous pouvez nous aider avec le micro ici? Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci. Je crois que je peux faire les KV. Je suis Monsieur Billy Chibambe, chargé de mission de l'UCPPP, une équité de conseil de coordination du partenariat public-privé. Mon intervention va s'adresser plus à ce que vous focaliser sur l'expérience de Nourou, hein, monsieur Archie a bien voulu nous partager, mais qu'il nous en dise un peu plus, disons peut-être qui serait utile à l'attention des partenaires privés qui sont ici présents dans la disons salle. C'est en fait l'expérience que vous avez, je crois, dans le cadre d'un de vos projets, d'après ce qu'on a appris dans les échanges qu'on a eu avec l'Amiga. Je crois que vous avez une expérience intéressante que vous pouvez partager. En fait, l'Amiga, disons, est une structure de la Banque mondiale qui est une agence
multinationales aux garanties des investissements. Partager cette expérience à l'attention de vos collègues pour que le secteur privé puisse être conscient, surtout quand vous intervenez, vous investissez dans les énergies vertes, qu'il y a des possibilités qui vous sont offertes d'appui financier, de financement qui existent, auxquels vous pouvez aussi aspirer, qui peuvent vous aider dans le développement de vos projets. Bon, donc là, je veux un peu vous pousser à nous parler un peu plus de cette expérience qui peut être enrichissante pour les partenaires privés. Merci, Monsieur Chibamé. Monsieur Archib, je vais vous demander d'essayer de le faire en 1 minute pour qu'on n'épuise pas le temps que nous avons. Merci, Monsieur Chibamé. Très bonne question. En fait, il faut déjà avouer que le climat des affaires et le cadre légal et l'appui institutionnel de la RDC permet à ce que les opérateurs privés puissent lever les fonds à l'international. Donc, il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui sont intéressés d'investir dans les sociétés, soit à participation et en dette. Et effectivement, pour garantir le niveau de sécurité de ces investissements, au-delà des autorisations à obtenir, n'est-ce pas, il y a aussi des obligations d'assurance d'investissement, n'est-ce pas? Et c'est à ce niveau-là que MIGA a mis beaucoup plus d'instruments d'investissement et d'assurance qui garantissent le risque sur les catastrophes naturelles, le risque politique et aussi le risque de la couverture de la garantie sur tout l'investissement déployé. Mais en fait, par rapport à notre expérience, cette couverture de la MIGA vous nous offre vraiment beaucoup de niveaux de sécurité et de confiance au niveau des investisseurs et qui vous permet également de continuer à lever de fonds pour développer votre pipeline. Mais cela exige quand même qu'il y ait un travail assidu sur la due diligence, de bien vouloir répondre à certaines exigences des investisseurs, mais aussi sur la question de la couverture de l'assurance MIGA. Et c'est là que nous sollicitons un accompagnement continuel des autorités de régulation dans le secteur de l'électricité. C'est au niveau des garanties sur le tarif, aussi bien que le niveau de garantie sur l'exclusivité de droits de concession de distribution, parce que à ce niveau-là, quand même, les partenaires étrangers ont vu des évolutions sur le type des autorisations que l'État congolais offre, mais voudrait voir à ce que le niveau et les clauses de sécurité tarifaires et aussi bien que de droits exclusifs de concession soient améliorés. C'est vrai que le tarif que nous obtenons fixe déjà des modalités de modification des prix en cas des aléas économiques du pays, et dans tous les sens, l'État aussi, et que ce soit l'opérateur, peut amorcer à la demande de modification de tarifs en termes de garantie de sécurité, mais il y a quand même besoin de travailler pour améliorer les clauses à ces niveaux. Merci. Merci bien, Monsieur Nourou. Je vais demander qu'on donne le micro à Monsieur Eyal, qui est ici devant nous, à qui j'aurais souhaité aussi poser une question, d'ailleurs. Donc, après votre question, Monsieur Eyal, j'aimerais bien aussi vous poser. Ici, s'il vous plaît. Nous n'avons qu'un seul micro dans la salle. Merci Catherine pour la parole. Donc, Eyal Zombat, directeur technique de Wist Energy. J'ai une question, et c'est pour rebondir un peu sur ce que Papy a dit, sur la visibilité, les opportunités qu'on a ici en RDC. Et c'est pour ça que je m'adresse à Nourou, qui a un peu d'avance ici en RDC, comme on entend. Est-ce qu'il peut,
pourrait nous indiquer une fourchette, hein, je ne demande pas des chiffres exacts, si c'est des chiffres exacts, c'est super. Quels sont les temps de retour sur les investissements dans les centrales ici en RDC, avec et sans subside, si c'est possible d'avoir une marge. Et deuxième question, je pense ça fait plus de 3 ans ou 4 ans que vous opérez à Goma. Le franc congolais a été dévalué déjà plus de 10% de ce que je calcule comme ça. Comment vous faites face à ça? Est-ce que les ménages congolais, ils n'ont pas leur salaire qui est indexé, donc comment est-ce que vous faites face à ça? Est-ce que les ménages et les PME ont du mal à suivre? Est-ce que vous réévaluez vos tarifs chaque année, chaque 2 ans, etc. Merci. Merci. Monsieur Eyal. Oui, très bonne question. D'abord, par rapport au temps de retour sur l'investissement, il faut déjà dire que avec les efforts qui ont été faits par les institutions congolaises pour rendre encore le cadre légal un peu beaucoup plus mature dans le secteur de l'électricité et aussi avec les climats d'affaires qui s'améliorent tous les jours avec de bons indicateurs macroéconomiques du pays, le partenaire financier devient de plus en plus un peu flexible et moins exigeant sur la période de la maturité de dette. Et donc, nous avons d'office de périodes de grâce beaucoup de plus en plus compétitives qui vont même à 2 ans et demi, ce qui est déjà une bonne chose pour la RDC, parce qu'il y a quelques années passées qu'on ne pouvait pas avoir ce genre de facilité, et aussi de périodes de retour sur l'investissement qui vont jusqu'à 7 ans. Ça subside. Mais nous avons maintenant des prêteurs financiers en dette qui vont jusqu'à 10 ans de période de maturité, ce qui sont déjà de très bons indicateurs, et donc pour dire que déjà le Congo est prêt à recevoir de capitaux étrangers à grande échelle. Mais nous pensons qu'aussi avec aujourd'hui des instruments financiers que les institutions comme ANSER met en place, le fonds Mwinda, et avec l'appui de ses partenaires et de bailleurs de fonds en subvention sur le coût d'investissement, en subvention sur le coût de raccordement, n'est-ce pas, permettront effectivement d'amortir, n'est-ce pas, dans une période de 3 à 4 ans, n'est-ce pas, l'investissement et de rentrer sur ces investissements. Pour la question de francs congolais, déjà il faut souligner que notre économie est très dollarisée, ça c'est un point, et donc c'est là à ce stade, même s'il y a d'évaluation de francs congolais, ne constitue pas encore un grand risque en termes d'investissement, mais quand cela ne tienne, permettez-moi de saluer les efforts du gouvernement congolais dans le cadre de macroéconomie du pays. Même si nous avons connu des dévaluations de francs congolais, ça n'a pas été autant comme dans les pays de la région, en Afrique, que des pays du monde. Le franc congolais est resté légèrement stable dans la limite acceptable, n'est-ce pas, de risque dans les investissements qui, depuis que nous opérons, n'ont pas constitué de réel danger. Et donc, nous utilisons beaucoup plus de francs dès que nous avons des réserves en francs, nous utilisons pour des charges opérationnelles et garder en réserve plutôt les dollars. Merci. Merci beaucoup. J'aurais souhaité rester avec M. Eyal pour une question que je disais que je voulais poser. Il s'agissait de l'état du marché des appareils à usage productif pouvant utiliser l'énergie renouvelable décentralisée en RDC. Je sais que nous arrivons à notre fin, mais si on pouvait avoir une idée de l'état du marché aujourd'hui en RDC, est-ce que l'usage productif utilise ou peut utiliser les énergies renouvelables en RDC, et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut lui donner un micro, s'il vous plaît? Oui, prends celui de Papy, merci. Merci, Papy. Merci, Papy. Oui, donc l'usage productif en RDC a toujours été absent, je veux dire, des discussions depuis qu'Anser est né, enfin, à part quand moi j'en parle. L'usage productif en RDC est assez compliqué parce que non seulement il faut financer l'énergie solaire, il faut financer
L'équipement. produit, voilà, que ce soit le frigo, etc. Nous faisons beaucoup d'efforts. Là, il y a une demande énorme, beaucoup plus que pour l'éclairage et pour les recharges de téléphone, même si c'est là qu'on voit le potentiel. On fait beaucoup d'efforts pour investir dans les milieux ruraux. Et on a 0 aide, au fait, de personnes, donc c'est bien que tu mentionnes ça. Il serait grand temps que EANSER et tous les grands bailleurs de fonds puissent nous aider aussi dans ces financements-là, parce que il y a une grosse demande. Merci beaucoup, parce que je pense qu'il faut stimuler la demande et bien sûr, bien entendu, il faut créer une économie derrière pour s'assurer que ces personnes-là, quand elles sont connectées, ont la possibilité en fait de continuer à repayer l'électricité ou l'énergie auxquelles elles ont accès. Le temps, je pense qu'on a beaucoup à discuter sur le secteur privé, les opportunités et les challenges. Je suis un peu surprise de voir aujourd'hui que personne n'a challengé le gouvernement congolais en termes de taxes, de fiscalité et de cadre réglementaire, mais cela démontre en fait qu'il y a déjà un pas qui est vers cette écoute-là et vers ce plaidoyer-là. On ne va pas toujours revenir dessus. Donc, Madame Nika, je vais vous remettre la parole en remerciant, sous vos applaudissements s'il vous plaît, le panel que nous avons eu aujourd'hui, qui est totalement congolais, qui représente les entreprises du secteur privé congolais. Ça a pris du temps pour certains, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut y arriver en moins de 2 ou 3 ans. Et donc, les projets du gouvernement peuvent être absorbés par le secteur privé congolais. Merci. Merci encore une fois, Madame Catherine. Est-ce qu'on peut applaudir pour Madame Catherine et tous nos panélistes qui ont été encore une fois très très pertinents, qui nous ont montré qu'il y a vraiment des possibilités de pouvoir investir sur ce marché de l'énergie en RDC, peu importe les défis, et qu'il y a vraiment des parts de marché à pouvoir avoir et des revenus à pouvoir lever dans ce secteur. Alors, je vous souhaite déjà un excellent appétit. Nous avons la pause déjeuner qui nous est offerte dans le hall et nous allons nous retrouver ici exactement à 11h pour continuer avec la deuxième session. Prenons l'opportunité de cette pause café pour continuer à faire du networking et aussi prendre l'opportunité de poser des questions à nos panélistes parce qu'il y avait encore des mains levées dans la salle. Merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Je ne sais pas si nous avons encore la connexion en ligne. Juste remercier ceux qui se sont connectés. Merci à vous, merci à Pierre, merci à Monsieur Ballelé. Désolé, la technique nous a fait défaut, mais nous espérons et nous pensons que prochainement, on aura l'occasion de vous avoir encore avec nous, mais en présentiel. Merci Pierre, merci Monsieur Ballelé. Oh, vraiment dommage. Vraiment dommage. Il y avait une très bonne question pour vous, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas, c'est l'audience qui peut choisir. Est-ce que vous voulez écouter Monsieur Ballelé ou aller... Non, merci Monsieur Nourou. Mais oui, on peut profiter, poser la question très rapidement, mais la seule question, s'il vous plaît. Monsieur Ballelé, je pense que... Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu sur l'expérience de Virunga et vos challenges, par exemple? Oui, rapidement, nous intervenons dans le secteur de l'hydroélectricité. Est-ce que ça va? Oui, allez-y. Vous avez 2 minutes. Merci. Nous sommes déjà à 30 MW produits. Nous sommes en train de construire une 4e centrale qui pourra aller jusqu'à 60 MW. Félicitations. Nous avons 28 300 abonnés dans la province du Nord Kivu, dont 18 000 à Goma. Et nous distribuons l'énergie essentiellement avec les compteurs après paiement. Et ça fait depuis 10 ans que nous avons des compteurs après paiement qui fonctionnent parfaitement bien. Nous distribuons aussi l'énergie aux petites entreprises, ce qui permet la relance économique au niveau du Nord Kivu, autour de Goma, autour de Mutwanga et autour de Lubero. L'un des défis que nous avons, c'est la fiscalité. La fiscalité dans le secteur de l'énergie n'est pas vraiment adaptée et elle est étouffante. Il y a une multitude d'institutions de l'État qui interviennent pour réclamer des taxes et parfois dans des conditions qui ne sont pas les plus claires. L'autre défi que nous avons, on a posé des questions sur est-ce qu'on peut modifier aisément le tarif. Pour nous, on ne veut pas s'engager directement sur cette piste-là,
c'est l'autorité de régulation qui est légalement l'autorité qui peut parvenir à travailler sur ces questions de tarifs. Notre tarif est le même depuis 10 ans. C'est vrai qu'il est exprimé en dollars, mais on connaît la dépréciation du franc congolais et c'est beaucoup de difficultés pour pouvoir changer les tarifs, il faut l'avouer, parce que la SNEL a du mal aussi à pouvoir revisiter ses tarifs depuis très très longtemps. C'est une question sensible, il ne faut pas se les cacher. Se cacher le visage pour avouer cela. Les équipements, les financements, non, ce n'est pas la question la plus difficile pour nous. Nous avons des subventions de l'Union européenne, de la Banque mondiale, mais aussi des crédits. Nous utilisons des fonds de la BII, British International Investment. Nous avons aussi d'autres DFI qui financent Virunga. Donc, accès au marché financier national et international, nous n'avons pas de difficultés. On nous fait confiance. Merci, je monsieur. Sais pas quel autre, encore 30 secondes, s'il vous plaît. Non, merci, monsieur Balolé, c'est fantastique. Je voudrais demander à l'Assemblée de vous applaudir parce que 28 000 abonnés, je ne le savais pas. Je pense que vous êtes, je pense que vous êtes la seule entreprise décentralisée après la SNEL aujourd'hui en termes de connexion, si je peux me permettre. Nous vous remercions beaucoup pour nous avoir édifiés à ce niveau-là. Merci d'avoir été avec nous. Vous représentez le secteur de la RDC, du secteur privé de la RDC, et je pense que les entreprises aujourd'hui sont rassurées en se disant que nous pouvons y arriver, nous pouvons accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts d'électrifier la RDC. Merci à tout le monde. Merci. Retrouvons-nous à 11h après la...